Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Jérôme Neveu. Bonjour. Bonjour Jean. Vous êtes maire de la toute nouvelle commune de Jaunet-Marigny, fusion de Jaunet-Clan et de Marigny-Brisé. Vous êtes le président de l'UDI de la Vienne. Vous êtes aussi vice-président de Grand Poitiers en charge de la culture et du patrimoine. Une vie politique répartie donc sur plusieurs échelons territoriaux. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par l'échelon local. Il y a quelques jours, votre commune de Jaunet-Clan a fusionné avec celle de Marigny-Brisé. Pour quelle raison cette fusion ? Bien, vous savez qu'on vit actuellement un Big Bang territorial sans précédent, nouvelles régions, nouvelles intercos. Et je crois que les communes, pour conserver un poids pertinent dans tout ça, doivent s'allier, s'unir pour mutualiser des moyens et continuer leur développement. Jaunet-Marigny, aujourd'hui, c'est un territoire cohérent, je veux dire, entre ruralité et économie dynamique, mais c'est aussi une cité de 7450 habitants. C'est pas innocent. Jaunet-Marigny sera la 4e commune de la Vienne et la 3e du Grand Poitiers. Donc pour peser dans cette nouvelle intercommunalité aussi, on sait très bien que les financements maintenant sont fléchés concrètement vers l'interco. Il faut résister et avoir des idées. Et l'union fait la force. Donc si je vous écoute, grosso modo, le centre de tout ça, c'est l'argent. C'est pour avoir plus de subsides ou autant de subsides de la part de l'État qui s'engage d'ailleurs à maintenir ces subsides aux communes qui fusionnent pendant au moins 3 ans, je crois, c'est ça ? C'est comme en amour, on ne se marie pas que pour l'argent. Il faut quand même du cœur, des valeurs. Et c'est vrai qu'on avait un même bassin de vie, Jaunet-Clan et Marigny-Brisé. Les habitants de Marigny consomment, vivent dans les associations, consomment dans nos commerces. Et donc il y avait déjà des habitudes de vie. On travaillait ensemble dans la communauté de communes du Val-Vert-du-Clin. Donc je crois que c'est un élément important. Ensuite, effectivement, on avait une situation géographique, une proximité immédiate qui fait que Jaunet-Marigny a du sens et on ne fait pas que ça pour l'argent. C'est vrai, il y a des dotations. C'est très important pour faire des travaux, pour avoir des projets communaux, il faut avoir de l'argent. La loi NOTRe prévoit d'ailleurs, pour la création des communes nouvelles, le gel de la baisse des dotations pendant 3 ans, ce qui équivaut pour Jaunet-Marigny, près d'1 million d'euros. C'est pas neutre, plus 5% sur la dotation globale de fonctionnement. Le concept de fusion, de toute façon, est depuis assez longtemps assimilé pour les habitants à la fois de Jaunet-Clan ou de Marigny-Brisé. Ce sont déjà 2 communes qui étaient issues de 2 autres communes. C'est vrai, l'histoire se répète, comme quoi il y a des valeurs communes là encore. Jaunet et Clan s'étaient mariés en 1905 sur décision du conseil municipal. Et puis Marigny et Saint-Léger-la-Palud, qui était alors une commune à part entière, sont mariés au milieu du 19e siècle. Donc ça s'est fait sans heurts cette année. Si cette fusion s'est faite, elle, sans heurts, c'est un peu moins vrai pour l'autre fusion dans la Vienne, celle qui a eu lieu, celle qui a créé en tout cas la nouvelle commune de Saint-Martin-la-Palud. Je vous propose de voir le reportage que nous diffusions le 2 janvier dernier. On en parle juste après. Son mécontentement, Pierre Tuffet l'affiche devant sa maison, devant d'Œuvre du Poitou. Car depuis le 1er janvier, cet ancien agriculteur habite Saint-Martin-la-Palud. Un changement qui a beaucoup de mal à passer. L'identité du territoire, il est perdu. Il est à jamais perdu. Moi, j'ai travaillé 50 ans pour la commune. Hein. Si la commune est comme ça, j'en ai une partie. Mes parents, mes grands-parents, les voisins, tous les voisins. Hein. Bon, c'était un monde paysan. Mais ils n'ont pas détruit la commune. Ils l'ont élevée là où elle est aujourd'hui. Hein, c'est pas la fusion qui va nous amener l'Amérique. Désormais, dans cette nouvelle ville des plaines du Haut-Poitou, ils sont 5199 habitants. Des administrés qui vont pouvoir continuer de se rendre dans leur ancienne mairie et qui devraient conserver un peu de leur identité. On est dans l'esprit d'avoir nos communes déléguées, nos mairies, de garder la proximité pour les habitants de chaque commune, de garder nos limites de communes. Même si Blalet ne sera plus une collectivité en tant que telle. Pour les élus des 4 communes, l'histoire doit donc maintenant s'écrire ensemble, à Saint-Martin-la-Palud. Les églises de Charret et Blalet et la Rivière ont ainsi inspiré le nom de la nouvelle entité. Une collectivité étendue sur 80 km². Il faut avoir le courage de dire que les petites communes sont très menacées et il vaut mieux, c'est ce qu'on a essayé de faire, prendre en main son destin et choisir, plutôt que de se le voir imposer. Officiellement, pas de bouleversement prévu dans le quotidien des habitants. Car au contraire, l'objectif annoncé est de pouvoir maintenir les services. La création de la commune nouvelle nous permet de ne plus voir nos dotations diminuer. Elles ne vont pas augmenter, mais comme elles ne diminuent plus, ça va nous permettre de poursuivre cette volonté d'investir. Et puis, comment le faire ? En mutualisant au niveau des services. Le premier conseil municipal se tiendra le 11 janvier. L'élection du maire sera notamment à l'ordre du jour.
Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Jérôme Neveu. On l'a vu, hein, l'identité communale, c'est quand même aussi très important pour certaines personnes. Ce n'est pas la fusion qui va nous amener la mairie, qui disait le monsieur au début de reportage. Oui, la fusion nous amène aussi les fusions. Je crois que nos communes sont les centres de gravité de la République française. On dit souvent que les maires sont les fantassins. Encore aujourd'hui, parce qu'il y a cette notion de proximité. Il reste quoi, l'action sociale, il reste l'état civil et la gestion des écoles. Vous avez raison. Une fois qu'on sera communauté urbaine, quand même, ce sera le cas pour Jaunet-Marigny. Oui, c'est dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y a une perte, effectivement, des compétences des mairies. Et donc, cette notion de proximité, d'identité est fondamentale. Et on peut comprendre, effectivement, les inquiétudes, les peurs. Mais c'est aussi aux élus responsables. Quand on s'est présenté en 2014 au municipal, ce n'était pas dans notre projet, c'est vrai. Mais voilà, la loi NOTRe est passée par là. Et c'est en élu responsable qu'on doit aussi imaginer ce qui permet de continuer à développer nos communes. Concrètement, comment appelle-t-on désormais les habitants de Jaunet-Marigny ? Il y a une consultation, je crois que c'est important justement aussi de poser des questions aux habitants, une consultation sur Internet ou dans les accueils de mairie. Les Jaunet-Clanais et les Igny-Marins doivent choisir d'ici le 27 janvier le gentilé, comme on dit, qu'ils pourront porter. Et c'est vraiment eux qui vont décider, ça sera vraiment le résultat qui aura le plus de réponses qui sera officiellement décidé. Validé le 30 janvier prochain au conseil municipal. L'avenir, voire le présent, c'est donc, on l'a dit, la communauté urbaine de Grand Poitiers, avec ses 194 500 habitants et 40 communes, c'est plus l'avenir, c'est le présent. Ah bah c'est le présent, depuis lundi, le conseil d'agglomération est installé. Il y a encore un gros travail à réaliser en domaine de transfert de charges. Hein, vous le disiez, les compétences stratégiques, économie, urbanisme, transport, eau et assainissement partent donc dans le budget du Grand Poitiers. Transfert d'équipements sportifs, culturels, à sélectionner. Donc tous ces transferts de charges, d'emprunts, vraiment, il y a des commissions locales d'études de ces charges qui vont être mises en place. Et c'est déterminant pour l'avenir de nos communes. Il y a un travail précis à faire, c'est ça. Parce qu'une fois que ce sera fait, ce budget-là, vous l'aurez pour les années à venir, ad vitam aeternam, je serais tenté de dire, puisque tout ce qui était fiscalité économique est parti au Grand Poitiers. Donc ces nouvelles entité concerne au premier chef les habitants dans leur quotidien, il faut bien le rappeler, parce que c'est vrai que parfois ça peut sembler un peu nébuleux, toutes ces nouvelles, ce Grand Poitiers par exemple, dont l'installation, on l'a dit, a eu lieu lundi dernier. Les conseillers communautaires ont élu, on le sait sans surprise, Alain Claes, président de ce nouvel EPCI pour établissement public de coopération intercommunale. Vous avez été élu vice-président en charge de la culture et du patrimoine. Est-ce que c'était ce que vous vouliez ? Écoutez, on en avait discuté avec Alain Claes. J'étais vice-président à la culture à la communauté de communes du Val-Vert-du-Clin. Et nous avions mis en place une politique culturelle assez innovante en matière de réseau de médiathèques, de politique d'éducation musicale, de programmation au prieuré, avec des artistes de haut niveau de musique classique. Ça a plu à Alain Claes ? Nous avions invité Alain Claes à découvrir d'une part ces nouveaux équipements. Ils ne connaissaient pas. Et c'est vrai qu'on avait eu l'occasion d'échanger sur une ambition culturelle pour le territoire. Et c'est vrai que ce poste-là, puisque maintenant le territoire va de Chauvigny, cité médiévale, à Lusignan, la cité jusqu'à Sensé, jusqu'au soirée lyrique de Sensé, avec des équipements comme le TAP, comme les Beaux-Arts, le Conservatoire. Donc je pense qu'il y a des choses à mettre en réseau, une vraie politique innovante sur ce territoire. Donc c'est un travail qui se multiplie par combien, ça ? Par 40 ? Par 40, on va faire un petit diagnostic. Je veux dire que dans le quotidien, vous, comment vous allez faire pour pouvoir travailler aussi bien ce que vous faisiez sur une commune, maintenant le faire sur 40 communes, sur une communauté de 40 communes ? Il y a un travail de mise en réseau. Il faut d'abord regarder ce qui se faisait et en tirer une cohérence, une ligne directrice. Ouais. Votre prédécesseur à la mairie de Jaunet-Clan et votre mentor politique, Francis Giraud, a ouvert cette séance d'installation du nouveau Grand Poitiers lundi dernier. C'était quand même un comble puisque il fut l'un des plus farouches opposants à cette future communauté urbaine. Je vous propose de l'écouter. Le nombre de communes rurales dans le futur Grand Poitiers, future communauté urbaine, est de plus de 20. Donc les finances, comme vous le savez, sont réduites. Donc je ne sais pas très bien comment on va faire pour résoudre tous les problèmes, mais je veux être constructif, je veux être positif et je souhaite un plein succès, une belle réussite à ce nouveau Grand Poitiers. Jérôme Neveu, quel regard portez-vous sur cette défiance de Francis Giraud sur le nouveau Grand Poitiers ?
Défiance, non, C'est la vieille plutôt école, une vigilance. c'est Et d'ailleurs, dépassé, j'ai c'est- accueilli Alain Claes lors de mes vœux municipaux la semaine dernière. On est vraiment dans une démarche constructive. Maintenant, c'est fait. On était contre, tout le monde le sait, il n'y a pas de secret, pour des raisons qui valent toujours. On pensait qu'un axe Poitiers-Châtellerault stratégique dans cette grande région sur l'économique pouvait fonctionner comme ça. Parce que là, il y a un gros travail quand même de services de proximité à remettre en place. Donc il faut veiller à ce que l'existant soit conservé et attirer tout ça vers le haut. Notre devoir, c'est pas de faire aussi bien qu'avant, sinon ça ne servait à rien. C'est de faire mieux. Franchement, est-ce qu'il n'y avait pas une crainte de la droite de se faire finalement déposséder de son pouvoir communal dans la Vienne au profit des socialistes de Poitiers? On pourrait l'imaginer. On peut Et ça peut l'imaginer, être aussi une mais des raisons c'était pour pas le lesquelles sens de la Francis loi. Giraud et d'autres, encore aujourd'hui, ont toujours du mal à accepter un peu ce Grand Poitiers, ce nouveau Grand Poitiers, non? Je ne crois pas que les choses se posent sur ce sujet-là. Il n'y a aucun problème droite-gauche de gestion, de visibilité politique, de trouver le d'orientation bon politique. équilibre entre aujourd'hui le département et cette grande agglomération. Je crois que la question, elle est vraiment là. Ça tombe bien, c'est ma prochaine. Pardon ? Ça tombe bien, c'est ma prochaine question, justement. Elle est plus légitime. C'est pas un conflit politique, c'était plus une vision du territoire pour laquelle nous étions contre. Est-ce que ce nouveau Grand Poitiers peut un jour enterrer le département de la Vienne, ou le suppléer en tout cas? J'avais écouté lors de l'assise des départements Éric Guilly, le géographe, et il avait une analyse qui était très bonne. Il appelait la métropolisation de la France aujourd'hui, qui existe, et qui effectivement attire toutes les richesses, les habitants, les entreprises, et les concentre. On voit bien dans le Rhône, où c'est Lyon qui concentre tout, et le département du Rhône après qui a je crois que l'esprit de cette loi s'en a inspiré Mmh. grandement. Et puis ce monde rural autour, qui était déjà en train de se désertifier, et le risque, c'est que ça continue. Donc le département peut avoir ce rôle d'aménageur du territoire, de respect des équilibres par rapport à ces agglomérations qui vont être des aspirateurs dynamiques dans une grande région. La loi NOTRe, elle a vraiment aspiré tout le pouvoir du département. C'est une loi qui va vers la mort du département à terme, selon vous? En tout cas, c'est un vrai sujet. Je n'ai pas encore toutes les réponses. On sent que le législateur n'a pas été encore jusqu'au bout. Il est clair qu'aujourd'hui, une des compétences principales, c'est l'action sociale. Donc, si le département reste juste un guichet, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La CAF, les agglos peuvent gérer la proximité. Il a vraiment ce rôle d'aménageur et il faut trouver, on le voit bien même dans le département de la Vienne avec un projet comme l'Arena, il peut être à l'initiative s'il arrive à fédérer les acteurs du territoire. On le voit, j'étais à la conférence de presse sur le label Technopole hier. Vous savez qu'il y a un label qui va unir les acteurs de l'innovation, de la recherche sur Grand Poitiers. Et la question se pose de savoir si on conserve le nom Futuroscope ou pas. Il n'y a pas à se poser la question. C'est un élément déterminant de notoriété, d'attractivité pour les entreprises. Mais là aussi, on voit bien qu'il faut plus de dialogue. De la Vienne, ce nom de la Vienne, est-ce qu'encore une fois, il y a selon vous un avenir? Si on veut que les territoires ruraux existent encore, je pense que oui, il peut avoir un avenir. Mais là aussi, c'est pas encore écrit tout ça. Alors après la grande commune, après le Grand Poitiers, il y a également la grande région. La Nouvelle-Aquitaine est effective depuis maintenant 1 an. Une année marquée fortement par l'affaire des comptes de Poitou-Charentes. L'UDI a d'ailleurs pris la tête de la contestation régionale en portant plainte contre un ancien directeur des finances de Poitou-Charentes. Alors je vous propose d'écouter à ce sujet le conseiller régional UDI Bruno Drapron, interrogé le jour même du dépôt de plainte. C'était le 4 janvier dernier. On vise personne en particulier, si ce n'est qu'on cherche les responsables. Et très honnêtement, c'est à la justice de faire son travail pour dire qui est responsable de quoi. Aujourd'hui, la Chambre régionale des comptes exprime le fait que le directeur des finances a pris des libertés qu'il n'avait pas à prendre. Est-il le seul responsable? On ne le sait pas. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la justice fasse la lumière sur cette affaire. Alors question, pourquoi une initiative de l'UDI et pas de l'opposition globale? Écoutez, un front UDI, les Républicains. Je suis plutôt un observateur, je ne suis pas un acteur du Conseil régional. Oui, vous êtes le patron de l'UDI départemental quand même. Exactement, j'ai des contacts réguliers avec le groupe UDI Nouvelle-Aquitaine. Je crois que c'est un acte symbolique fort, semble-t-il, et c'est à l'évidence, et le rapport de la Chambre régionale des comptes l'a bien prouvé. Juste, pardon, avant, vous étiez au courant au préalable, avant que Johnny du Séjour le fasse, de cette demande de... Oui, on avait parlé en groupe, mais voilà, je ne suis pas au cœur de ce projet-là. Je crois que c'est un acte symbolique assez fort.
À mon sens, c'est aussi à la Chambre régionale des comptes d'en tirer des conclusions et de porter plainte s'il y a vraiment des dérives et des absences en termes de signature, semble-t-il. Moi, je crois que ça révèle surtout une façon de gérer qui est à côté de la plaque. Je veux dire, j'ai pas connu l'ère Jean-François Macaire à la région, mais semble-t-il, c'est aux élus quand même de suivre les politiques à mettre en place et de pas de promettre monts et merveilles sans savoir si c'est financé. Aujourd'hui, il y avait une fuite en avant, c'est évident, et voilà où on en arrive, quoi. Et donc l'effet de taille, plus c'est gros, plus les élus suivent moins les affaires. Il ne faudrait pas qu'on le retrouve à dans d'autres collectivités. Je reviens juste sur ma question. Pourquoi une initiative unique de l'UDI et pas de l'ensemble de l'opposition régionale ? Écoutez, peut-être que les Républicains n'ont pas souhaité s'associer pour des raisons qui m'échappent. Là, franchement, je ne suis pas au cœur de leur discussion. Est-ce que cette plainte, finalement, ce n'est pas une façon pour le groupe régional UDI de se rendre visible dans une assemblée régionale qui est très dominée par son président, le socialiste Alain Rousset ? Oui, bah, vous avez raison. Qu'est-ce que je vous dise de plus ? Une façon de faire de la pub, du marketing. Ouais, pas seulement. C'est justement, comme je disais, c'est d'interpeller aussi l'opinion sur le fait qu'il y a eu des manquements graves dans la gestion de la région Poitou-Charentes. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît le motif de la plainte ? Parce que pour le moment, il est toujours tenu secret. Bah, c'est Véronique Ablin qui l'a déposé, il faut l'appeler. On lui a demandé, elle n'a pas voulu nous le dire encore parce qu'elle ne sait pas encore finalement. Pas de nouvelles de votre côté ? Non, pas de nouvelles de mon côté. Allez, on passe à la prochaine élection présidentielle. Pour la deuxième fois d'affilée, votre parti politique ne présentera pas de candidat à cette élection. Alors, si l'efficacité électorale est manifeste, l'identité politique de l'UDI, sa visibilité en tout cas, est de moins en moins visible. Est-ce que c'est pas dangereux tout ça ? Dangereux, c'est pas regrettable. Moi, quand on fait partie d'un mouvement politique, c'est qu'on a des valeurs, des convictions, des idées pour notre pays. Et il est quand même regrettable qu'il ne soit jamais porté par un homme politique. On avait mis tous nos espoirs dans Jean-Louis Borloo. Pour des problèmes de santé, il n'a pas pu continuer sa mission. Mais c'est vrai qu'il était pour nous un repère qui portait des valeurs de développement durable, de développement économique. Voilà, il avait une façon de faire de la politique qui nous plaisait bien. Y compris le rapprochement avec le modem de François Bayrou. Oui, mais je crois qu'on ne fait pas la politique simplement pour des étiquettes, on en reparlera tout à l'heure. On fait la politique pour travailler ensemble et faire avancer des idées, des projets. Donc aujourd'hui, on se retrouve certes un peu orphelin. En plus, on avait soutenu Alain Juppé qui était semblait le plus fidèle à notre courant de pensée. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve à négocier avec le gagnant de la primaire de la droite, qui nécessairement a consolidé son socle avec un public qui lui était acquis. Donc il y a des négociations en cours. Alors on va bien sûr en parler de ces négociations. Et pour l'heure, est-ce que l'UDI de Jean-Christophe Lagarde n'a pas été finalement ringardisé par celui qui bouscule clairement la vie politique française et surtout au centre ? Je vais bien sûr parler d'Emmanuel Macron. Ah, il y a un phénomène Macron, il ne faut pas le renier. Et un certain nombre de nos militants, aujourd'hui, s'interrogent, c'est évident. Ils portent un message sur l'Europe qu'on pourrait nous-mêmes porter, une Europe fédérale qui avance. Ils portent un message sur l'environnement pour lequel on pourrait signer des demain. Mais ce n'est pas suffisant. On ne connaît quand même pas encore le programme de M. Macron. On ne sait pas quelles alliances il pourra faire demain. Donc là aussi, c'est un petit peu tôt. On a un partenaire naturel depuis les élections départementales, régionales, voire municipales. C'est le Parti des Républicains. Il est légitime qu'on étudie avec eux d'abord quels sont les éléments du programme qu'on peut amender. Alors on va bien sûr en parler, mais avant d'en parler justement, on va voir un peu ce qu'est ce candidat, on va dire hors appareil politique classique. Je vous propose donc de regarder ce reportage sur le phénomène Macron, c'est vous qui le dites, qui semble s'amplifier en tout cas en ce moment en France. Cette foule est pour Emmanuel Macron. Il est l'homme politique qui remplit les salles, grimpe dans les sondages et commence à sérieusement inquiéter ses adversaires. Emmanuel Macron ratisse large. À Lille, sur les terres de Martine Aubry, ils étaient 4000 venus écouter son appel au rassemblement, des déçus de la gauche jusqu'à l'extrême droite. Toutes celles et ceux qui ont peur, ne cédez rien aujourd'hui au discours de la haine. Un constat, les jeunes sont au rendez-vous. Je pense qu'on ne se reconnaît pas dans Fillon, ni Valls, ni tout ce... Voilà, donc on est venu voir. Pour moi, c'est la seule chance de la gauche. C'est le seul qui va présenter une candidature libre, en dehors des partis, et qui va du coup avoir la liberté de vraiment faire ce qu'il est en train de dire, ce qu'il dit, c'est-à-dire la révolution. Et dans la ferveur ambiante,
Son épouse se voit déjà très haut. On fait sauter le champagne, c'est bon. Allez, allez, du courage. Il faut croire à ses rêves. En campagne, dans le Nord, le candidat d'En Marche occupe le terrain, jusque dans les moindres recoins du bassin minier. Comme ici, à Neux-les-Mines, un territoire de gauche peu à peu gagné par le vote Front National. On est dans un bassin minier, on est dans le bassin où il y a beaucoup de précarité, donc je pense que si aujourd'hui il est là, c'est que quelque part la précarité le touche, sinon il ne serait pas là, enfin je l'espère. Il s'invite même chez les habitants. Aller au plus près, voilà la méthode Macron. Vous êtes à Pôle emploi, c'est sauf faire libraire, c'est Je sais, c'est ça qui va pas. Bah, quand même, il n'y a jamais personne, donc on manque quelque chose, on n'a jamais rien, donc là ça va peut-être faire bouger un peu plus les choses. J'entends cette colère, et je dis le parti Front National n'y répond pas. Sa prochaine grande réunion publique se tiendra à Lyon le 4 février prochain. En 24 heures, déjà 3000 personnes ont réservé leur place. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec mon invité Jérôme Neveu, président de l'UDI de la Vienne. Macron, c'est un simple effet de mode? C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est une météorite, une étoile filante, un soleil, un espoir, une espérance? Pour l'instant, c'est un phénomène médiatique, assurément. Pas que médiatique, on voit bien qu'il remplit les salles. Même quasiment le seul avec Jean-Luc Mélenchon, pour le moment, à remplir des salles de meetings politiques. Encore une puissance. Mais il y a aussi un souffle. On sent quand la vie politique française a besoin d'une régénérescence. Et le fait que Sarkozy, Juppé, Hollande même, tournent la page aujourd'hui, de gré ou de force. Il profite d'un vide laissé, c'est ça que vous êtes en train de dire? Je pense, effectivement. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une place pour lui. Donc de fait, c'est pas un effet de mode dans ce cas-là, si je vous écoute. Une place pour lui ou pour un autre, parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas son programme. Donc, on ne connaît pas les résultats de la primaire de la gauche. Donc, je pense que dans le mois qui vient, il y a quand même des flux d'électeurs qui vont bouger. Il n'y a rien n'est figé, loin de là. La semaine dernière, ici même, Didier Quentin, le député maire de Royan et Républicain, faisait la comparaison entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Canuet en 65. Jean-Luc Canuet avait réussi à obtenir 15,5% seulement, finalement. Vous faites la même comparaison? Moi, j'ai connu Bayrou aussi en 2002. J'ai toujours cru une troisième voie. Si je suis centriste, c'est que je ne suis pas de gauche ni de droite totalement. C'est que je crois qu'on peut prendre ce qu'il y a de meilleur chez les uns et chez les autres. Alors ça je tombe crois bien. Au progrès économique et au progrès social. Et on est obligé de développer des activités pour pouvoir la partager. C'est juste une question de bon sens. Si je suis centriste, c'est une question d'équilibre et de bon sens. Justement, entre François Fillon et Emmanuel Macron, vers lequel vous sentez avoir plus de points communs Voilà. Aujourd'hui, il est clair qu'avec François Fillon, on n'est pas encore tout à fait au bout du chemin. Je vous ai dit que c'était notre partenaire naturel. C'est le cas dans toutes les collectivités. On ne peut pas comme ça casser du jour au lendemain sur un coup de cœur quelques équilibres politiques. Ce que signifie que votre coup de cœur, c'est Macron. Je peux terminer ma présentation. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur la sécurité sociale, sur nos fonctionnaires, enfin tout ce qu'on entend, l'UDI n'est pas tout à fait d'accord sur ce qui est dit, sur un positionnement. Donc tant que ce programme-là n'est pas clair, on tend pas la main à Fillon pour autant. On essaye de. C'est d'être très concret. Là où vous n'êtes pas d'accord, c'est sur la suppression des 500 000 fonctionnaires, mais pas sur la suppression d'elle-même, sur le fait que ça se fasse en un quinquennat et non pas en deux quinquennats. Vous demandez sur 10 ans, vous, c'est ça? Mais regardez, 90% de la production nationale aujourd'hui sert à rembourser la dette de la France. Donc au bout d'un moment, il est obligé de trouver des économies et c'est pas toujours l'emploi public qui permet ça. Donc il y a des vraies questions à se poser. Ça peut être en empêchant l'évasion fiscale d'entreprises. Oui, bon, on va pas faire un débat économique ici ce matin. Mais ça se pose aussi, c'est un débat qui se pose, en tout cas pour les présidentielles et les législatives, ça va se poser. Projet contre projet. Sur cet étalement sur 10 ans de la suppression des 500 000 fonctionnaires, François Fillon vous répond un niet catégorique. Non, c'est pas le cas. Moi, j'ai eu Jean-Christophe Lagarde au téléphone hier. Il y a des groupes de travail en cours et on connaîtra les résultats dans quelques jours. Un mot sur les législatives. Vous demandez aux Républicains qu'ils réservent la 4e circonscription de... Je sais pas, c'est pas moi qui ai demandé. Vous, l'UDI? Non, c'est les Républicains qui nous proposent la 4e circonscription. C'est pas tout à fait la même chose. Vous l'acceptez, j'imagine, cette proposition? C'est un bon point de départ, mais c'est pas suffisant pour vous? Pas forcément suffisant. C'est pas le seul critère, les étiquettes. Je veux pas faire de la politique simplement que pour ces UDI, ces Républicains. Mais il faut que des électeurs ils comprennent un peu qui est qui. Oui, bien sûr, mais je veux que les choix se fassent de manière rationnelle. Et ce qui se passe dans ce département aujourd'hui, c'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé dès le départ, notamment quand... C'est-à-dire
pour les élections départementales, il y avait une commission qui permettait d'évaluer, qui réunissait les parlementaires, des conseillers départementaux, et qui choisissait les candidats en fonction de leur implantation, de leurs compétences, de leur notoriété. Et ce travail-là, je pense qu'on n'a pas fait pour les législatives. Résultat, ce n'est toujours la négociation, le contrat n'est pas signé entre les Républicains et l'UDI sur aucune de ces conscriptions de la Vienne. L'UDI national a annoncé 3 candidats investis pour l'UDI. Véronique Ablin, bien sûr, sur la 4e, Philippe Pallis sur la 2e, moi sur la 1re. Véronique Ablin, ça plaît pas à tout le monde, hein, sur la 4e. Il y en a qui parlent du clan Ablin. Et quand je dis certains, c'est une partie de la droite locale, voire départementale. Les choses. Est-ce que vous comprenez cette frustration de certains républicains, membres du Parti républicain, qui en ont assez de voir toujours le nom Ablin pour la législative? Oui, moi je ne peux pas rentrer dans ce débat-là. Je veux dire, la famille Ablin a beaucoup donné pour ce territoire, pour Châtellerault évidemment. Jean-Pierre Ablin a été un député très présent pendant de nombreuses années. Donc je m'attache jamais à ce genre de choses. Véronique est une conseillère régionale active, vous l'avez encore dit récemment, il y a quelques instants, par rapport à la plainte à la région. Mais il semblerait que Romain Bonnet parte quoi qu'il arrive, le républicain Romain Bonnet dans la 4e. Écoutez, la liberté, c'est ça aussi. Ça vous ennuie pas plus que ça? Tant que l'accord n'est pas signé, je trouve ça juste un peu dommage que les candidats se déclarent avant que l'accord national soit conclu. Dolores Prost, la candidate filloniste dissidente sur la 2e circonscription de la Vienne, parle dans la presse d'une surprise à venir dans la 1re circonscription. On parle d'Éric Duboc, vous confirmez? Je n'ai pas eu de contact avec Éric depuis longtemps. Il fait de la politique sur Twitter aujourd'hui, donc pour moi, c'est pas suffisant. Votre nom circule nulle part? Si, peut-être vous seriez intéressé par une possible candidature législative? Je suis investi par mon parti déjà, donc c'est une première pierre à l'édifice. Je suis très sollicité par des acteurs, des maires, des chefs d'entreprise. Vous l'avez dit, j'ai déjà un certain nombre de responsabilités. Si j'y vais, c'est pas... Vous en avez envie? Il reste 5 secondes. J'en ai envie, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci Jérôme Neveu d'avoir accepté notre invitation, malgré des petits problèmes de gorge. Merci beaucoup. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, retrouvez-nous sur le site de France 3 Poitou-Charentes, mais aussi sur plus.fr ou encore sur notre application smartphone France 3 Région dans l'onglet JT. La semaine prochaine, je recevrai mes confrères de la presse régionale pour un nouveau numéro du Club de la presse de Dimanche en politique. Pour l'heure, place au journal de la mi-journée présenté par Ingrid Gallou. Excellente journée à toutes et à tous.